Le café des artistes, ce repère de mes aspirations, s'est transformé en scène de mon humiliation. L'air chargé des effluves de café et de croissants, une atmosphère d'ordinaire réconfortante, était devenu suffocant. J'étais assise à notre table habituelle, une tasse fumante entre mes mains, le regard perdu dans les volutes de vapeur. L'attente d'une rencontre fortuite, une simple courtoisie, s'est vite muée en un spectacle cruel. Sophie est arrivée, rayonnante dans sa robe griffée, le smartphone de Sophie à la main, comme une extension de son être. Antoine l'accompagnait, son sourire habituel, celui qui m'avait autrefois fait fondre, me glaçait aujourd'hui le sang. Ils m'ont aperçu. Leurs yeux se sont croisés, un échange silencieux, une conspiration dans leurs regards. Puis, ils se sont dirigés vers moi, non pas avec chaleur, mais avec une curiosité teintée de dédain. « Élise, quelle surprise de te trouver ici !» a lancé Sophie, sa voix traînant sur chaque syllabe, comme si elle prononçait un nom étranger. « Toujours dans tes petits cafés, à rêver de gloire. » Antoine a acquiescé, un geste de la tête condescendant. « On disait que tu avais du mal à joindre les deux bouts, Élise. J'espère que ce café n'est pas une extravagance pour toi. » Mes joues ont rougi. Les mots, simples en apparence, étaient des flèches acérées, visant directement mon amour-propre. Il me voyait, moi, Élise Dubois, artiste dans l'âme, les mains tachées de peinture, les poches souvent vides, comme une proie facile à mépriser. Mon apparence modeste, mes vêtements simples, tout avait été analysé, jugé et condamné dans leur esprit superficiel. J'ai serré ma tasse plus fort, sentant la chaleur me brûler les doigts, un écho à la douleur qui commençait à sourdre en moi. Ce jour-là, le mépris s'est invité à ma table, laissant une empreinte indélébile. Le retour à mon atelier fut une fuite silencieuse. Les pavés parisiens semblaient résonner des mots cruels de Sophie et Antoine, chaque pas me ramenant à la réalité cinglante de leur mépris. L'air frais de la fin d'après-midi, d'ordinaire vivifiant, pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. J'avais la sensation d'être exposée, mon âme nue sous le regard jugeant de ces deux êtres qui avaient autrefois représenté une part de mes espoirs. L'image de leur sourire condescendant, de leur regard furtif échangé au-dessus de ma tête, se superposait à mon champ de vision, brouillant les contours familiers de la ville. En franchissant le seuil de mon espace, un soupir de soulagement m'échappa. L'atelier d'Élise, niché au cœur du 18e arrondissement, était mon sanctuaire, un lieu où les apparences s'effaçaient pour laisser place à l'essence même de mon être. L'odeur âcre de la térébenthine se mêlait à celle, puis douce, de l'huile de lin, un parfum familier qui apaisait les tourments de mon esprit. La lumière dorée du soleil couchant filtrait à travers la grande verrière, baignant la pièce d'une clarté diffuse, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air comme autant de lucioles éphémères. Des toiles inachevées s'alignaient le long des murs, chacune portant l'empreinte de mes luttes, de mes joies, de mes doutes. Des tubes de peinture ouverts gisaient sur une vieille palette de bois, des éclats de couleurs vives contrastant avec la palette plus sombre de mon humeur actuelle. Un chevalet trônait au centre de la pièce, soutenant une toile où des coups de pinceau audacieux commençaient à prendre forme, un début de paysage urbain baigné d'une lumière crépusculaire. Je me suis dirigée vers mon espace de travail, le cœur encore battant la chamade, la gorge nouée. Les mots de Sophie, toujours dans tes petits cafés, à rêver de gloire, résonnaient encore dans ma tête, suivis de la pique d'Antoine sur mes finances. Ces attaques, si mesquines et si révélatrices de leur propre étroitesse d'esprit, avaient touché une corde sensible. Elles avaient mis le doigt sur mes vulnérabilités, celles que j'essayais de masquer derrière une façade de détermination artistique. L'humiliation était une brûlure vive, une blessure infligée par ceux qui étaient censés me connaître, ou du moins, me respecter. C'est alors que j'ai entendu le tintement familier de la sonnette. Camille, mon amie. La seule qui, je le savais, ne me jugerait jamais sur mes vêtements ou sur le contenu de mon compte en banque. Sa présence était toujours un baume sur mes plaies, une encre dans la tempête. Je l'ai vue apparaître dans l'embrasure de la porte, un sourire chaleureux illuminant son visage. Elle portait son éternel jean et un pull confortable, une simplicité qui me rassurait instantanément. « Élise, je t'ai cherché partout. Tu as disparu après le café. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa voix était empreinte d'une inquiétude sincère. Elle avait sans doute senti quelque chose d'anormal lors de notre dernière rencontre, une tension latente que je n'avais pas su dissimuler. Je n'ai pas eu besoin de parler. Mon regard, chargé de la tristesse et de la colère refoulée, a suffi à lui faire comprendre. Elle s'est approchée sans un mot, son regard balayant l'atelier, puis se posant sur moi avec une douceur infinie. Elle savait. Elle comprenait. Sophie et Antoine, n'est-ce pas? A-t-elle murmuré, son ton empreint d'une pointe de dégoût. Je les ai croisés aussi. Ils avaient ce regard qui te fait te sentir petite. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. Les larmes commençaient à monter,
menaçant de déborder. Camille m'a tendu une main réconfortante. Ne les laisse pas te faire ça, Élise. Ils ne comprennent rien. Rien n'a ton talent, rien n'a ta valeur. Elle s'est assise sur un tabouret près de moi, son regard bienveillant posé sur mon visage. Viens, a-t-elle dit doucement, tu as besoin de te changer les idées. Laisse-moi te préparer un thé. Et ensuite, tu me raconteras tout. Ou pas. L'important, c'est que tu ne restes pas seule avec ça. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le petit coin cuisine aménagé dans un coin de l'atelier, le bruit de la bouilloire rompant le silence pesant. Pendant ce temps, j'ai saisi une vieille brosse à tableaux usés, ses poils souples et irréguliers familiers sous mes doigts. J'ai trempé la pointe dans un pot de peinture bleue outre-mer, puis, sans réfléchir, j'ai commencé à appliquer des touches vives sur la toile. Le geste était instinctif, une libération. Les couleurs commençaient à parler à ma place, à exprimer la rage contenue, la douleur sourde, mais aussi une force insoupçonnée. Camille est revenue avec 2 tasses fumantes, le parfum du thé à la menthe emplissant l'air. Elle s'est assise à nouveau, observant le balai de ma brosse sur la toile, un sourire discret aux lèvres. Dans ce petit atelier, entouré de mes créations et de la présence réconfortante de mon ami, le poids du mépris commençait à s'alléger, remplacé par une détermination nouvelle. L'art était mon refuge et l'amitié, ma force. Le thé fumait entre mes mains, une chaleur bienvenue qui contrastait avec le froid glacial de l'humiliation ressentie plus tôt. Camille, assise en face de moi, observait mes gestes, son regard rempli d'une compréhension silencieuse. Les couleurs vives sur la toile, fruit de ma détresse transformée en énergie créatrice, semblaient moins chaotiques à ses yeux qu'aux miens. L'atelier, mon refuge, reprenait vie sous nos murmures et le crépitement discret de la bouilloire. Pourtant, une autre urgence me taraudait, une nécessité plus terre à terre. Trouver des documents pour une demande de subvention artistique. Un projet qui, si j'obtenais le financement, pourrait changer la donne, me permettre de me consacrer pleinement à mon art sans les angoisses du lendemain. Je me suis levée, laissant ma tasse sur la petite table encombrée de tubes de peinture. Je dois absolument mettre la main sur ces papiers pour le dossier. Ai-je dit, ma voix encore un peu rauque. J'ai tout éparpillé dans ce désordre. Camille aimait Zoé. Laisse-moi t'aider. Tu es trop absorbé par ta toile pour y voir clair. Ensemble, nous avons commencé à fouiller dans les piles de croquis, les vieux catalogues d'exposition, les carnets jaunis par le temps. L'atelier, bien que mon sanctuaire, était aussi le reflet de mon organisation chaotique, un chaos créatif qui me convenait, mais qui rendait la recherche administrative particulièrement ardue. Nous avons exploré une vieille malle en bois, remplie de souvenirs de famille. Ma mère, toujours soucieuse de mon avenir, avait eu la bonne idée de conserver des documents importants, même si je les avais moi-même relégués dans ce coin oublié. En déplaçant une pile de vieux journaux, mon regard a été attiré par une chemise cartonnée, d'un beige délavé, portant une écriture élégante que je ne reconnaissais pas immédiatement. Intriguée, je l'ai ouverte. Ce n'était pas un dossier de subvention. C'était autre chose. Des relevés bancaires, des documents notariés, des lettres officielles. Mon cœur a commencé à battre plus fort, une anticipation étrange me parcourant. Les noms mentionnés n'étaient pas ceux de mes parents, du moins, pas ceux que je connaissais le mieux. Il s'agissait de la famille de mon arrière-grand-père maternel, un homme dont on parlait peu, une figure lointaine et mystérieuse. Elle savait. Elle comprenait. Sophie et Antoine, n'est-ce pas? A-t-elle murmuré, son ton empreint d'une pointe de dégoût. Je les ai croisés aussi. Ils avaient ce regard qui te fait te sentir petite. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. Les larmes commençaient à monter, menaçant de déborder. Camille m'a tendu une main réconfortante. Ne les laisse pas te faire ça, Élise. Ils ne comprennent rien. Rien n'a ton talent, rien n'a ta valeur. Elle s'est assise sur un tabouret près de moi, son regard bienveillant posé sur mon visage. Viens, a-t-elle dit doucement, tu as besoin de te changer les idées. Laisse-moi te préparer un thé. Et ensuite, tu me raconteras tout. Ou pas. L'important, c'est que tu ne restes pas seule avec ça. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le petit coin cuisine aménagé dans un coin de l'atelier, le bruit de la bouilloire rompant le silence pesant. Pendant ce temps, j'ai saisi une vieille brosse à tableaux usés, ses poils souples et irréguliers familiers sous mes doigts. J'ai trempé la pointe dans un pot de peinture bleue outre-mer, puis, sans réfléchir, j'ai commencé à appliquer des touches vives sur la toile. Le geste était instinctif, une libération. Les couleurs commençaient à parler à ma place, à exprimer la rage contenue, la douleur sourde, mais aussi une force insoupçonnée. Camille est revenue avec 2 tasses fumantes, le parfum du thé à la menthe emplissant l'air. Elle s'est assise à nouveau, observant le balai de ma brosse sur la toile, un sourire discret aux lèvres. Dans ce petit atelier, entouré de mes créations et de la présence réconfortante de mon ami,
Le poids du mépris commençait à s'alléger, remplacé par une détermination nouvelle. L'art était mon refuge et l'amitié, ma force. Le thé fumait entre mes mains, une chaleur bienvenue qui contrastait avec le froid glacial de l'humiliation ressentie plus tôt. Camille, assise en face de moi, observait mes gestes, son regard rempli d'une compréhension silencieuse. Les couleurs vives sur la toile, fruit de ma détresse transformée en énergie créatrice, semblaient moins chaotiques à ses yeux qu'aux miens. L'atelier, mon refuge, reprenait vie sous nos murmures et le crépitement discret de la bouilloire. Pourtant, une autre urgence me taraudait, une nécessité plus terre à terre. Trouver des documents pour une demande de subvention artistique. Un projet qui, si j'obtenais le financement, pourrait changer la donne, me permettre de me consacrer pleinement à mon art sans les angoisses du lendemain. Je me suis levée, laissant ma tasse sur la petite table encombrée de tubes de peinture. Je dois absolument mettre la main sur ces papiers pour le dossier. Ai-je dit, ma voix encore un peu rauque. J'ai tout éparpillé dans ce désordre. Camille m'a souri. Laisse-moi t'aider. Tu es trop absorbé par ta toile pour y voir clair. Ensemble, nous avons commencé à fouiller dans les piles de croquis, les vieux catalogues d'exposition, les carnets jaunis par le temps. L'atelier, bien que mon sanctuaire, était aussi le reflet de mon organisation chaotique, un chaos créatif qui me convenait, mais qui rendait la recherche administrative particulièrement ardue. Nous avons exploré une vieille malle en bois, remplie de souvenirs de famille. Ma mère, toujours soucieuse de mon avenir, avait eu la bonne idée de conserver des documents importants, même si je les avais moi-même relégués dans ce coin oublié. En déplaçant une pile de vieux journaux, mon regard a été attiré par une chemise cartonnée, d'un beige délavé, portant une écriture élégante que je ne reconnaissais pas immédiatement. Intriguée, je l'ai ouverte. Ce n'était pas un dossier de subvention. C'était autre chose. Des relevés bancaires, des documents notariés, des lettres officielles. Mon cœur a commencé à battre plus fort, une anticipation étrange me parcourant. Les noms mentionnés n'étaient pas ceux de mes parents, du moins, pas ceux que je connaissais le mieux. Il s'agissait de la famille de mon arrière-grand-père maternel, un homme dont on parlait peu, une figure lointaine et mystérieuse. J'ai déplié un relevé de compte de la banque privée, l'Étoile d'Or. Le solde affiché m'a fait vaciller. Les chiffres, longs et impressionnants, semblaient irréels. 30 millions. 30 millions d'euros. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé Camille, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Elle s'est penchée, lisant par-dessus mon épaule. Son expression passa de la curiosité à l'incrédulité, puis à une stupéfaction muette. « Élise, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était un murmure à peine audible. J'ai continué à feuilleter les documents, découvrant des investissements, des parts dans des entreprises, des propriétés. Tout cela, apparemment, était le fruit d'un héritage oublié, une fortune mise de côté par un arrière-grand-père que je n'avais jamais connu, géré par des notaires et des conseillers financiers qui avaient apparemment perdu ma trace, ou plutôt celle de mes parents, qui ne m'avaient jamais parlé de tout cela. Pourquoi? Était-ce par oubli? Par peur? Ou par une forme de protection? Les questions se bousculaient dans ma tête, chaque document révélant une nouvelle facette de cette réalité cachée. L'humiliation ressentie au Café des Artistes quelques heures plus tôt semblait soudain appartenir à un autre monde, une autre vie. Sophie et Antoine, avec leur mépris basé sur mes apparences modestes, leurs accusations implicites de pauvreté, étaient désormais des ombres lointaines, insignifiantes face à cette découverte monumentale. J'étais Élise Dubois, artiste sans le sou, celle qu'ils avaient jugée et méprisée. Mais j'étais aussi, apparemment, Élise Dubois, détentrice d'une fortune considérable. Un rire nerveux m'a échappé, un son étrange dans le silence soudain de l'atelier. La toile inachevée, avec ses éclats de bleu outre-mer, me regardait, témoin silencieux de cette bascule vertigineuse. Ce n'était pas juste une subvention que je cherchais. C'était une nouvelle vie qui venait de se dévoiler, cachée dans les replis d'un passé oublié. La vérité, comme la peinture, pouvait parfois révéler des couleurs insoupçonnées. Le poids de cette découverte, de cette fortune insoupçonnée, me submergeait. L'atelier, mon refuge habituel, semblait soudain trop petit, trop confiné pour contenir l'ampleur de ce bouleversement. Camille, toujours aussi ancrée dans la réalité, tentait de ramener le calme, mais mes pensées s'emballaient. Les 30 millions d'euros. C'était une somme qui défiait mon entendement, qui rendait dérisoires les soucis financiers qui avaient jalonné ma vie d'artiste. Mais au-delà de l'argent, il y avait les questions. Pourquoi ce secret? Pourquoi mes parents ne m'avaient-ils jamais rien dit? Cette omerta familiale ajoutait une couche de mystère à mon déjà complexe univers émotionnel. Alors que Camille s'affairait à préparer un nouveau thé, je me suis penchée à nouveau sur la chemise cartonnée. Mon regard a glissé sur une pile de lettres, enveloppes scellées, jamais ouvertes. L'une d'elles, plus fine,
plus ancienne, a attiré mon attention. L'écriture était celle d'Antoine. Je l'ai reconnue instantanément, cette calligraphie soignée qu'il avait toujours soignée, même dans ses notes les plus anodines. Un frisson m'a parcouru. Pourquoi Antoine aurait-il écrit à mon arrière-grand-père ou à ses gestionnaires? L'enveloppe portait le cachet discret de la banque privée, l'Étoile d'Or. Mon cœur s'est emballé. Avec des mains tremblantes, j'ai déchiré le papier jauni. Les mots d'Antoine se sont déroulés sous mes yeux, une confession inattendue, une preuve accablante. Cher Monsieur Dubois, ou plutôt, acquis de droit, commençait-il, je me permets de vous contacter concernant la gestion du patrimoine de votre petite fille, Élise. Je suis conscient de la discrétion qui a entouré cette affaire, et je respecte votre volonté de préserver sa vie privée. Cependant, j'ai récemment pris la décision de mettre un terme à notre relation, et je crois qu'il est de mon devoir de vous informer de mes intentions. Mes yeux ont dévoré la suite. Il y parlait de sa propre ambition, de sa volonté de s'associer à des personnes qui avaient les moyens de réaliser ses projets. Il mentionnait Sophie, sa réussite sociale, son réseau. Et puis, il y avait cette phrase glaçante: « Je sais qu'Élise n'a aucune idée de la fortune qui l'attend. Elle vit dans une simplicité qui, je dois l'avouer, m'a longtemps servi. Mais aujourd'hui, je souhaite m'affranchir de cette façade. » Il parlait de manipuler sa perception, de la laisser dans l'ignorance, tout en profitant de son aura artistique, de sa pureté, pour se rapprocher des cercles financiers qui lui étaient inaccessibles autrement. Un autre nom a surgi, celui de Sophie. Le but n'était pas de devenir comme eux, mais de leur faire comprendre la profondeur de leur erreur. « Je ne vais pas me lancer dans des dépenses folles, Camille, » expliquai-je, sentant le besoin de la rassurer. « Ce n'est pas mon style, et ce n'est pas le but. Mon but, c'est de les atteindre là où ça leur fait le plus mal. Leur orgueil, leur statut, leur perception de moi. » Je me souviens de l'invitation à un vernissage exclusif que j'avais reçu il y a quelques semaines, un événement auquel Sophie aspirait désespérément à participer, mais pour lequel elle n'avait pas été conviée. Cette invitation, reléguée au fond d'un tiroir, représentait désormais une opportunité parfaite. Il fallait d'abord me réapproprier mon identité, redéfinir mon image, non pas pour eux, mais pour moi. Je me dirigeais vers ma commode, ouvrant le tiroir où reposait une brosse à tableaux usés, témoin silencieux de mes luttes passées. À côté, je trouvais une carte bancaire Visa Infinite, un objet qui me semblait encore irréel, presque étranger. La tenir dans ma main était une sensation étrange, un mélange de puissance et de responsabilité. La première étape, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Camille, est de me rendre visible. Pas flamboyante, juste, présente. Et surtout, de récupérer ce qui m'est dû et de leur montrer ce qu'ils ont manqué. Mon esprit s'emballait, esquissant déjà les premiers contours de mon plan. Il fallait agir avec méthode, semer le doute, créer une onde de choc qui les atteindrait sans qu'ils ne puissent immédiatement comprendre d'où elle venait. La simplicité apparente d'Élise Dubois, l'artiste modeste, allait bientôt laisser place à une force insoupçonnée, une force nourrie par la vérité et par la justice qu'elle entendait rétablir. L'heure de la vengeance calculée avait sonné. L'idée germait, aussi froide et tranchante que le bleu outre-mer sur ma toile. Sophie avait une obsession. Une petite gouache de Modigliani, la petite fille aux yeux verts, dont elle parlait avec une ferveur presque malsaine. Elle l'avait vue lors d'une exposition privée il y a des mois, et depuis, elle n'avait cessé de murmurer son désir de l'acquérir. L'œuvre était estimée à une somme considérable, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer il y a encore une semaine. Mais aujourd'hui, les 30 millions dormaient sur mon compte, une promesse silencieuse de pouvoir. J'ai contacté la galerie d'art réputée qui la détenait. Mon nom, Élise Dubois, ne leur disait probablement rien de plus qu'à la plupart des gens. J'ai demandé à voir la gouache, prétextant une nouvelle inspiration pour ma propre peinture. Le rendez-vous fut fixé dans un écrin de discrétion, un salon privé feutré où l'art se négociait dans un murmure respectueux. Arrivé sur place, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de nervosité. La toile était plus petite que je ne l'imaginais, mais l'intensité du regard d'un enfant capturait l'âme. C'était une œuvre d'une pureté désarmante, une échappatoire à la superficialité ambiante. Tandis que je contemplais la gouache, le nom de Sophie a traversé mon esprit comme un trait d'acier. Elle rêvait de posséder cette beauté, de l'accrocher dans son appartement ostentatoire, comme un trophée de plus. J'ai demandé les conditions de vente. Le prix était élevé, vertigineux. Mais pour la première fois de ma vie, la peur du coût ne m'a pas paralysée. Au contraire, elle a attisé ma détermination. J'ai sorti ma carte bancaire Visa Infinite, ce morceau de plastique qui semblait désormais détenir un pouvoir immense. Le galeriste, un homme d'âge mûr aux manières impeccables, a soulevé un sourcil discret en voyant la carte, mais il a gardé son professionnalisme. La transaction fut rapide, presque trop.
En quittant la galerie, la petite gouache soigneusement emballée entre mes mains, j'ai ressenti une satisfaction profonde, un premier goût de revanche. Ce n'était pas seulement l'acquisition d'une œuvre d'art, c'était un message envoyé, un coup de semonce silencieux. Sophie allait bientôt apprendre que l'artiste qu'elle avait tant méprisé n'était pas seulement talentueuse, mais aussi capable de déjouer ses désirs les plus chers. Elle allait comprendre que mes choix n'étaient plus dictés par la nécessité, mais par une stratégie mûrement réfléchie. L'humiliation subie au Café des Artistes commençait à trouver son écho, une résonance sourde qui annonçait la tempête à venir. Ce petit tableau, symbole de sa convoitise, serait bientôt le premier témoignage public de sa défaite. Le petit tableau de Modigliani était dans mon atelier, soigneusement posé sur un chevalet, comme une relique précieuse. Sa présence silencieuse était un rappel constant de la puissance nouvelle qui m'habitait. J'étais encore dans la douce euphorie de cette première victoire, une victoire discrète, presque imperceptible pour le monde extérieur, mais ô combien significative pour moi. Camille était venue me voir, son regard scrutant la toile avec une admiration mêlée d'une pointe d'incompréhension. Elle savait que j'avais acquis quelque chose, mais l'importance réelle de cet achat lui échappait encore. C'est alors que mon téléphone sonna. Le nom affiché à l'écran me fit parcourir un frisson glacial. Antoine. Mon cœur se serra. Je ne l'avais pas vu depuis cette soirée humiliante au Café des Artistes. Depuis, il avait disparu de ma vie, comme s'il n'avait jamais existé, ou plutôt, comme si je n'avais jamais existé pour lui. Pourquoi me contactait-il maintenant? Avait-il entendu parler de mon changement? Le monde des apparences est si rapide, si prompt à réajuster ses jugements dès qu'un signe extérieur de succès apparaît. Peut-être avait-il entendu parler de l'acquisition de la gouache, sans en comprendre la portée réelle, mais suffisamment pour éveiller sa curiosité. Je regardais Camille, qui me fit un léger signe de tête, un encouragement silencieux. Yetzrochai. Allô. Ma voix était neutre, dénuée de toute émotion. Elise, c'est bien toi. Sa voix était hésitante, presque timide. C'était étrange de l'entendre ainsi, lui qui avait toujours affiché une assurance insolente. Oui, Antoine. C'est moi. E-coach. Ça fait un moment. Je voulais savoir comment tu allais. J'ai entendu dire que tu avais fait une acquisition intéressante récemment. Une petite gouache, je crois. Il y avait une pointe d'espoir dans sa voix, une tentative maladroite de renouer le contact sur un terrain qu'il pensait commun. Iesuris interiorement. Il était donc au courant. Il avait cherché. Il avait peut-être même demandé à Sophie, qui, j'en étais sûre, aurait été ravie de me voir encore plus bas dans son estime. Mais cette fois, le mépris qu'il avait affiché, le rejet basé sur une supposée pauvreté, allait se retourner contre lui. Oui, Antoine. J'ai fait une acquisition, répondis-je, savourant chaque syllabe. Une œuvre qui me tient à cœur. Ah, je vois. C'est merveilleux, Élise. Je suis sincèrement content pour toi. Tu as toujours eu un œil pour l'art. Tu te souviens de cette exposition au Petit Palais, il y a quelques années? On avait passé un après-midi formidable. Il tentait de réactiver de vieux souvenirs, de créer une connexion émotionnelle, de me faire oublier le passé. Je m'en souviens, dis-je, ma voix toujours aussi mesurée. Je ne voulais pas me laisser entraîner dans ces jeux. Côte, et me demandais, est-ce que tu serais libre un de ces jours? J'aimerais beaucoup qu'on se voie. Pour prendre un verre, discuter. Peut-être même. Peut-être qu'on pourrait regarder ensemble ce que tu as acheté. Il espérait, c'était évident. Il espérait trouver une Élise changée, une Élise qui pourrait maintenant lui être utile, une Élise qui ne serait plus un fardeau financier. Il espérait profiter de ma nouvelle situation, sans jamais avoir reconnu la valeur de ce que j'étais avant. Je sentis Camille me regarder, son expression un mélange de curiosité et d'approbation silencieuse. L'appât était lancé. Antoine mordait à l'hameçon, aveuglé par son propre égoïsme. Il ne voyait pas le piège qui se refermait doucement autour de lui. Il ne savait pas que l'artiste modeste qu'il avait dédaigné était désormais armé de moyens qu'il ne pouvait imaginer. « Dis-moi, Antoine, lançai-je, une pointe d'ironie dans la voix, où aimerais-tu qu'on se retrouve? Au Café des Artistes, peut-être? Ou préfères-tu quelque chose de plus chic? » Le choix était délibérément ambigu, destiné à le faire douter, à le mettre mal à l'aise. Le nom affiché à l'écran me fit parcourir un frisson glacial. Antoine. Mon cœur se serra. Je ne l'avais pas vu depuis cette soirée humiliante au Café des Artistes. Depuis, il avait disparu de ma vie, comme s'il n'avait jamais existé, ou plutôt, comme si je n'avais jamais existé pour lui. Pourquoi me contactait-il maintenant? Avait-il entendu parler de mon changement? Le monde des apparences est si rapide, si prompt à réajuster ses jugements dès qu'un signe extérieur de succès apparaît.
Peut-être avait-il entendu parler de l'acquisition de la gouache, sans en comprendre la portée réelle, mais suffisamment pour éveiller sa curiosité. Je regardai Camille, qui me fit un léger signe de tête, un encouragement silencieux. Yetfrochai. Alao. Ma voix était neutre, dénuée de toute émotion. Elise, c'est bien toi? Sa voix était hésitante, presque timide. C'était étrange de l'entendre ainsi, vu qu'il avait toujours affiché une assurance insolente. Oui, Antoine. C'est moi. E-coach. Ça fait un moment. Je voulais savoir comment tu allais. J'ai entendu dire que tu avais fait une acquisition intéressante récemment. Une petite gouache, je crois. Il y avait une pointe d'espoir dans sa voix, une tentative maladroite de renouer le contact sur un terrain qu'il pensait commun. Iesuris interiorement. Il était donc au courant. Il avait cherché. Il avait peut-être même demandé à Sophie, qui, j'en étais sûre, aurait été ravie de me voir encore plus bas dans son estime. Mais cette fois, le mépris qu'il avait affiché, le rejet basé sur une supposée pauvreté, allait se retourner contre lui. Oui, Antoine. J'ai fait une acquisition, répondis-je, savourant chaque syllabe. Une œuvre qui me tient à cœur. Ah, je vois. C'est merveilleux, Élise. Je suis sincèrement content pour toi. Tu as toujours eu un œil pour l'art. Tu te souviens de cette exposition au Petit Palais, il y a quelques années? On avait passé un après-midi formidable. Il tentait de réactiver de vieux souvenirs, de créer une connexion émotionnelle, de me faire oublier le passé. Je m'en souviens, dis-je, ma voix toujours aussi mesurée. Je ne voulais pas me laisser entraîner dans ces jeux. Côte, je me demandais, est-ce que tu serais libre un de ces jours? J'aimerais beaucoup qu'on se voie. Pour prendre un verre, discuter. Peut-être même. Peut-être qu'on pourrait regarder ensemble ce que tu as acheté. Il espérait, c'était évident. Il espérait trouver une Élise changée, une Élise qui pourrait maintenant lui être utile, une Élise qui ne serait plus un fardeau financier. Il espérait profiter de ma nouvelle situation, sans jamais avoir reconnu la valeur de ce que j'étais avant. Je sentis Camille me regarder, son expression un mélange de curiosité et d'approbation silencieuse. L'appât était lancé. Antoine mordait à l'hameçon, aveuglé par son propre égoïsme. Il ne voyait pas le piège qui se refermait doucement autour de lui. Il ne savait pas que l'artiste modeste qu'il avait dédaigné était désormais armé de moyens qu'il ne pouvait imaginer. « Dis-moi, Antoine, lançai-je, une pointe d'ironie dans la voix, où aimerais-tu qu'on se retrouve? Au Café des Artistes, peut-être? Ou préfères-tu quelque chose de plus chic? » Le choix était délibérément ambigu, destiné à le faire douter, à le mettre mal à l'aise. « Je suis impressionné, » murmura-t-il, sa voix portant une nuance de condescendance à peine voilée, comme si ma réussite était un exploit improbable, presque un accident. Il ne pouvait s'empêcher de souligner sa propre perception de ma situation, comme s'il était le seul à pouvoir juger de la valeur de mes acquisitions. Je lui offris un sourire poli, mes yeux rencontrant les siens. « Antoine, c'est un plaisir de te revoir. J'espère que tu apprécies le cadre. J'ai voulu quelque chose d'un peu plus intime que les galeries habituelles. » Je marquai une pause, laissant planer une légère ambiguïté. J'aime quand les choses ont une âme, tu sais. Et quand elles sont le fruit d'un travail acharné, d'une passion, disons, bien financée. Ce dernier mot, financé, fut prononcé avec une douceur calculée, presque un murmure, mais suffisamment audible pour qu'il l'entende. Je le vis tiquer légèrement, son regard se faisant plus interrogateur. Sophie, qui avait fini par nous rejoindre, observait la scène avec une curiosité mal dissimulée. Elle avait entendu ma remarque, et je pouvais presque lire la question dans ses yeux. Financé par qui? Par quoi? Financé, oui, continuai-je, me tournant légèrement vers elle, comme pour inclure tout le monde dans cette conversation feutrée. C'est important, le financement, quand on veut vraiment réaliser ses rêves. Quand on ne veut pas se contenter de peu. Je caressai distraitement la toile de Modigliani, mon geste délibérément long. Parfois, on découvre qu'on a les moyens de ses ambitions, des moyens bien plus considérables qu'on ne l'imaginait. C'est une sensation libératrice. Mon regard croisa celui de Camille, qui me lançait un sourire complice depuis l'autre bout de la pièce. Elle comprenait. Elle savait que je ne parlais pas seulement de la gouache. Antoine, lui, semblait perdu dans ses pensées, son esprit visiblement en train de recalculer ses estimations à mon sujet. Il avait toujours associé ma modeste existence à une forme de précarité. Entendre ces mots, prononcés avec une telle assurance, devait le déstabiliser. « Tu parles de tes propres projets, Élise ?» demanda Antoine, sa voix légèrement plus basse, moins assurée. « Mes projets, mes acquisitions, ma vie, » répondis-je,
un léger sourire flottant sur mes lèvres. J'ai toujours été une artiste, Antoine. Mais il semble que j'ai aussi été, sans le savoir pleinement, une investisseuse prudente. Je me permis un clin d'œil discret à Camille. L'idée était de semer le doute, de laisser planer le mystère, de les faire douter de ce qu'ils pensaient savoir de moi. Les conversations allaient bon train autour de nous, mais mon attention était focalisée sur eux, sur la réaction subtile mais palpable que mes paroles provoquaient. La révélation n'était pas encore totale, mais les premières fissures dans leur perception de ma vie commençaient à apparaître. Les jours qui suivirent le vernissage furent empreints d'une nouvelle atmosphère. Mes mots, lancés avec une fausse légèreté, avaient visiblement atteint leur cible. Je le sentais, je le voyais dans les regards furtifs qu'elle me lançait désormais, dans la manière dont Sophie semblait me scruter à distance, comme une proie potentielle ou une énigme à résoudre. L'aisance que j'avais laissée transparaître, cette assurance nouvelle née de la découverte de ma propre fortune, avait piqué sa curiosité autant que sa jalousie. Au Café des Artistes, lieu de nos anciennes rencontres empreintes de moqueries voilées, l'ambiance avait changé. Sophie était là, toujours entourée de son cercle habituel, mais son attention était clairement ailleurs. Je la surpris plus d'une fois à me fixer, son regard scrutateur, cherchant à déceler le moindre indice, la moindre faille dans mon nouveau décor. Elle avait toujours été obsédée par les apparences, par ce qui brillait, par ce qui se monnayait. Ma discrétion passée avait été une invitation à la condescendance. Ma nouvelle assurance, même subtile, était une menace à son statut. Un après-midi, alors que je travaillais paisiblement dans mon atelier, Camille entra, l'air un peu plus préoccupé que d'habitude. Elle avait entendu des bribes de conversation, des rumeurs qui commençaient à circuler. Sophie, apparemment, avait commencé à poser des questions. Pas directement à moi, bien sûr. Jamais elle n'aurait osé une telle confrontation ouverte. Non, elle s'était tournée vers des connaissances communes, cherchant à glaner des informations, à reconstituer le puzzle de ma vie. Elle demandait des détails sur mes habitudes, sur mes finances d'avant, sur les rares investissements que j'avais pu faire. Elle tentait de comprendre comment une artiste comme moi, si longtemps cantonnée à une existence modeste, avait pu soudainement acquérir une œuvre d'art de cette valeur, et plus encore, comment elle avait pu organiser un événement, même discret, qui semblait suggérer une stabilité financière bien au-delà de mes moyens supposés. Elle a demandé à Marc si tu avais des dettes, me confia Camille, un léger dégoût dans la voix. Il lui a dit qu'il ne savait rien, mais qu'il trouvait que tu avais l'air différente. Plus sereine, peut-être. Sophie ne cherchait pas à comprendre, elle cherchait à discréditer, à trouver une explication rationnelle, une faille qui confirmerait ses propres jugements. Elle ne pouvait concevoir que ma réussite ne soit pas le fruit d'une manipulation ou d'une chance passagère, mais d'une réalité financière bien plus solide qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Elle voulait savoir d'où venait cet argent, qui me soutenait, ou si, par un coup du sort absurde, j'avais moi-même trouvé un moyen de prospérer sans qu'elle ne s'en aperçoive. Je ne ressentais aucune tristesse face à cette enquête. Au contraire, une forme de satisfaction tranquille m'envahissait. Sophie était prise au piège de sa propre curiosité, de sa propre incapacité à voir au-delà des apparences qu'elle-même cultivait avec tant d'ardeur. Pendant qu'elle fouillait dans le passé, cherchant des miettes de vérité pour étayer ses propres suspicions, je construisais mon avenir, un avenir où le mépris n'aurait plus sa place. L'objet de sa quête était déjà là, caché derrière le voile de mon existence paisible, attendant le moment opportun pour se révéler pleinement. Elle s'agitait dans le vide, tandis que je me préparais à frapper au bon endroit, au bon moment. Son enquête n'était qu'une étape supplémentaire dans mon plan, une confirmation que mes paroles avaient eu l'effet escompté. Elle commençait à douter, et c'était exactement ce que je souhaitais. Le Café des Artistes. Ce lieu autrefois si familier, empreint de rires partagés et de rêves échangés, avait pris une teinte différente depuis le vernissage. Une tension palpable flottait dans l'air, un sous-entendu silencieux qui me suivait comme une ombre. Sophie était assise à notre table habituelle, son regard balayant la salle avec cette assurance calculée qui m'avait toujours exaspéré. Elle n'était pas seule, bien sûr. Son cercle habituel, ces mêmes visages qui avaient autrefois tourné leur dédain vers moi, l'entouraient, un rempart de superficialité contre toute forme de vérité dérangeante. Je la vis me repérer. Un bref éclair dans ses yeux, une légère crispation de ses lèvres. Elle détourna rapidement nos regards, feignant un intérêt soudain pour son smartphone, ce prolongement de sa personnalité publique, vitrine de son existence soigneusement mise en scène. Mais je savais. Je sentais son attention se focaliser sur moi, tel un faisceau de curiosité mêlé d'une pointe d'agacement. L'enquête qu'elle avait lancée, discrètement d'abord, puis avec une insistance grandissante, me parvenait par bribes, par les confidences de Camille. Sophie cherchait, interrogeait, tentait de déconstruire le nouveau tableau que j'offrais, cherchant désespérément une explication rationnelle, une faille dans mon ascension soudaine. C'est alors que Camille arriva,
son pas rapide, une lueur déterminée dans le regard. Elle s'assit en face de moi, son sourire habituel un peu moins spontané. Elle avait entendu, elle savait. Elle avait été témoin de la façon dont Sophie avait interrogé Marc, un ami commun, sur mes finances d'avant, sur mes habitudes, sur le moindre détail de mon existence passée, espérant y trouver la clé de mon succès présent. Elle avait même entendu cette question insidieuse. Tu es sûr qu'Élise n'a pas une dette cachée? Un mécène secret? Elle est venue me voir, commença Camille, sa voix basse, presque un murmure chargé de colère contenue. Sophie. Elle m'a demandé si j'avais des informations sur toi. Sur tes investissements. Elle marqua une pause, le dégoût évident sur son visage. Elle a osé me demander si j'avais vu des relevés bancaires récents, si je savais d'où venait cet argent pour la gouache. Elle était pressante. Je la regardais, mon cœur se serrant légèrement. Cette curiosité malsaine, cette obsession de tout quantifier, de tout contrôler, c'était le poison qui avait rongé notre ancienne amitié, celui qui avait poussé Antoine dans ses bras. Mais cette fois, c'était différent. Camille était là, à mes côtés, témoin de cette vérité que Sophie refusait d'admettre. « Et qu'as-tu répondu » demandai-je, ma voix empreinte d'une douceur que je ne ressentais pas entièrement. Camille eut un sourire amer. Je lui ai dit que je ne mélangeais pas mes affaires avec celles de mes amis, et encore moins avec les leurs. Je lui ai dit que tu avais toujours été une artiste talentueuse, et que peut-être, juste peut-être, le talent finissait par payer. Et puis, elle hésita, puis son regard se fit plus franc, plus direct. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de se regarder dans un miroir avant de juger les autres. Un vrai chemin parcouru. La solidarité de Camille, sa fidélité sans faille, était un baume sur les blessures du passé. Elle avait osé la confronter, non pas par vengeance, mais par principe, par loyauté. Elle avait refusé de participer à son jeu malsain, à sa quête de ragots et de jugement. Sophie, depuis sa table, avait visiblement perçu le changement dans notre attitude, le rapprochement subtil entre nous. Son regard se fit plus insistant, traversant la salle avec une intensité nouvelle. Elle avait senti le vent tourner, compris que son enquête n'aboutirait qu'à révéler sa propre mesquinerie. La confrontation était inévitable, mais elle se déroulerait sur mon terrain, à mon rythme. Je pris une gorgée de mon café, savourant l'instant. L'enquête de Sophie n'était qu'une confirmation de mon plan. Elle s'agitait dans le vide, tandis que je me préparais à dévoiler la vérité, une vérité qui allait bien au-delà de la simple acquisition d'une œuvre d'art. La véritable révélation était encore à venir, et elle serait spectaculaire. Le poids de la vérité, si longtemps contenu, était prêt à exploser. Les derniers jours avaient été une chorégraphie minutieuse. Camille, avec sa loyauté sans faille, m'avait aidé à rassembler les pièces, à organiser la diffusion. Les messages échangés entre Sophie et Antoine, ces confessions perfides où ils se moquaient de ma naïveté et planifiaient leur ascension sur mon dos, étaient désormais des armes redoutables. Je les avais conservées précieusement, ces preuves tangibles de leur duplicité. L'idée avait germé dans mon esprit comme une graine de justice, nourrie par les souvenirs amers de notre dernière conversation au Café des Artistes. Sophie, dans sa quête obsessionnelle de comprendre mon soudain changement, m'avait approché, puis avait sollicité Camille. Sa curiosité maladive avait fini par la trahir, la rendant vulnérable. J'avais vu dans son insistance une faille, une porte ouverte pour exposer la vérité crue, sans phare, à la face de tous ceux qui avaient pu douter de moi. J'ai choisi le moment avec soin. Pas un vernissage privé, trop restreint. Pas un dîner mondain, trop intime. Non, il fallait une plateforme plus large, plus accessible, là où les apparences sont reines et où la chute n'en est que plus spectaculaire. Les réseaux sociaux. Un outil que Sophie maîtrisait à la perfection pour construire son image et que j'allais retourner contre elle. Dans mon atelier, l'atmosphère était électrique. Camille était à mes côtés, une présence rassurante. J'ai ouvert mon ordinateur, mon cœur battant la chamade. J'avais préparé un montage vidéo, une compilation des moments clés, des extraits de nos conversations passées, des fragments de leurs messages révélant leurs intentions, et surtout, le témoignage sincère de Camille, expliquant comment Sophie avait tenté de la manipuler pour obtenir des informations sur moi. J'avais ajouté des captures d'écran de leurs conversations, des preuves irréfutables de leurs mensonges. Le texte qui accompagnait la vidéo était concis, percutant. Je n'ai pas cherché à accuser, mais à présenter les faits, à laisser les preuves parler d'elles-mêmes. J'ai mentionné notre passé, leur mépris, leur tentative de me discréditer, et comment, grâce à une fortune familiale oubliée, j'avais pu enfin me libérer de leurs attentes et de leurs jugements. J'ai simplement exposé la vérité, celle qu'ils avaient si désespérément tenté de cacher. J'ai publié le tout sur mon compte, un compte jusque-là discret, peu alimenté. J'ai tagué Sophie et Antoine,
une formalité presque absurde, tant ils étaient déjà sur tous les fronts médiatiques. Puis, j'ai attendu. L'attente fut courte, fébrile. Les notifications ont commencé à affluer, d'abord timidement, puis en cascade. Des likes, des commentaires, des partages. Les amis, les connaissances, des inconnus même, tous témoins de cette révélation. Sophie a réagi rapidement, bien sûr. Son silence habituel, lorsqu'elle est prise au dépourvu, fut de courte durée. J'ai vu les premières tentatives de déni apparaître sur ses réseaux, des messages vagues parlant de jalousie et de fausses accusations. Mais le flot de la vérité était trop puissant. Les gens commençaient à réagir, à commenter, à se souvenir de ses propres attitudes condescendantes. Antoine, lui, a disparu. Un silence radio assourdissant. Son assurance habituelle s'était évaporée, remplacée par une peur palpable. J'imaginais sa panique, ses tentatives désespérées de maîtriser la situation, de limiter les dégâts. Mais il était trop tard. Les mensonges étaient exposés, la façade était tombée. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Ce n'était pas de la joie pure, mais une forme de soulagement profond, la satisfaction d'avoir enfin rétabli la vérité. L'art, mes amis, et maintenant, la vérité, étaient mes véritables alliés. Leurs mots, autrefois blessants, étaient désormais réduits à néant par la puissance de la transparence. Le poids du monde semblait s'être allégé, mais une nouvelle étape s'imposait, une démonstration tangible, une affirmation de ma nouvelle réalité face à ceux qui avaient jugé mon existence si petite. L'exposition sur les réseaux sociaux avait été le coup de semonce, mais il fallait maintenant un acte plus concret, plus visible, là où les apparences régnaient en maître. La banque privée, l'Étoile d'Or, sur la place Vendôme, s'imposait comme le théâtre parfait. Ce n'était pas un geste de vanité, mais une nécessité, un moyen de clore ce chapitre de mépris et d'ouvrir celui de la véritable liberté. Je m'y rendis un matin clair, le soleil parisien réfléchissant sur les façades majestueuses. L'atmosphère à l'intérieur était feutrée, empreinte d'un luxe discret mais écrasant. Les conseillers, impeccablement vêtus, se déplaçaient avec une efficacité silencieuse. Je savais que ce lieu était fréquenté par une certaine élite, des gens qui connaissaient Sophie, Antoine, leur cercle. J'espérais, secrètement, qu'une oreille indiscrète ou un regard curieux capterait la scène. Je me dirigeai vers le guichet principal, ma carte bancaire Visa Infinite, un objet jusqu'alors inutile, serré dans ma main. L'air était chargé d'une tension que je m'efforçais de dissimuler, non par peur, mais par la concentration nécessaire à ce jeu subtil. Le conseiller, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel, m'accueillit avec un professionnalisme courtois, mais son regard trahit une légère surprise devant ma simplicité apparente. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je lui tendis ma carte, un sourire mesuré aux lèvres. « Je souhaiterais effectuer un virement important, s'il vous plaît. » Il l'a pris, ses yeux parcourant les inscriptions dorées. Une discrète élévation de ses sourcils trahit sa reconnaissance du prestige de cette carte. « Bien sûr, madame. Quel montant souhaitez-vous transférer ?» Le moment était venu. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à un rythme régulier, presque martial. 30 millions d'euros. Le silence qui suivit fut palpable. Le conseiller, malgré son professionnalisme, laissa échapper un léger souffle. Il leva les yeux vers moi, un mélange de stupéfaction et d'admiration se peignant sur son visage. Autour de nous, quelques clients présents tournèrent discrètement la tête, leur conversation s'interrompant un instant. Je reconnus le visage d'une connaissance de Sophie, une femme toujours promptement informée des derniers potins mondains. Elle me dévisageait, l'air incrédule. Le conseiller se ressaisit rapidement, sa voix retrouvant une assurance professionnelle teintée d'une nouvelle révélation. 30 millions, madame. Très bien. Vers quel compte, s'il vous plaît? Je lui dictai les coordonnées d'un compte nouvellement ouvert, destiné à financer des projets artistiques, une fondation que j'avais hâte de voir prendre forme. Chaque chiffre prononcé, chaque confirmation échangée, résonnait comme un coup de marteau assénant la vérité. La transaction fut effectuée avec une efficacité discrète, le récépissé imprimé, un document officiel qui scellait mon indépendance. En sortant de la banque, le soleil me parut plus éclatant, l'air plus pur. Je n'avais pas cherché à humilier directement, mais à affirmer ma vérité. Les regards que je croisais n'étaient plus ceux du mépris, mais ceux de la curiosité, de l'interrogation. La femme que j'avais aperçue à l'intérieur me suivait du regard, son expression changeante, passant de la surprise à une sorte de dépit. Je savais que l'information circulerait vite, qu'elle atteindrait Sophie et Antoine, leur rappelant que le jugement basé sur les apparences est souvent le plus trompeur. Ce fut un acte de libération, une confirmation silencieuse que ma vie n'était plus définie par leurs attentes ou leurs préjugés.
J'étais libre et ma richesse, qu'elle soit financière ou artistique, était désormais ma propre affaire, une vérité que je portais fièrement. Les jours qui suivirent mon passage à la banque privée, l'Étoile d'Or, furent un tourbillon silencieux de conséquences. L'information, comme une traînée de poudre, avait atteint les cercles que je visais. Je ne savais pas exactement comment, mais les murmures avaient suffi. Les regards changeaient. Mais il était trop tard. Les mensonges étaient exposés, la façade était tombée. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Ce n'était pas de la joie pure, mais une forme de soulagement profond, la satisfaction d'avoir enfin rétabli la vérité. L'art, mes amis, et maintenant, la vérité, étaient mes véritables alliés. Leurs mots, autrefois blessants, étaient désormais réduits à néant par la puissance de la transparence. Le poids du monde semblait s'être allégé, mais une nouvelle étape s'imposait, une démonstration tangible, une affirmation de ma nouvelle réalité face à ceux qui avaient jugé mon existence si petite. L'exposition sur les réseaux sociaux avait été le coup de semonce, mais il fallait maintenant un acte plus concret, plus visible, là où les apparences régnaient en maître. La banque privée, l'Étoile d'Or, sur la place Vendôme, s'imposait comme le théâtre parfait. Ce n'était pas un geste de vanité, mais une nécessité, un moyen de clore ce chapitre de mépris et d'ouvrir celui de la véritable liberté. Je m'y rendis un matin clair, le soleil parisien réfléchissant sur les façades majestueuses. L'atmosphère à l'intérieur était feutrée, empreinte d'un luxe discret mais écrasant. Les conseillers, impeccablement vêtus, se déplaçaient avec une efficacité silencieuse. Je savais que ce lieu était fréquenté par une certaine élite, des gens qui connaissaient Sophie, Antoine, leur cercle. J'espérais, secrètement, qu'une oreille indiscrète ou un regard curieux capterait la scène. Je me dirigeai vers le guichet principal, ma carte bancaire Visa Infinite, un objet jusqu'alors inutile, serré dans ma main. L'air était chargé d'une tension que je m'efforçais de dissimuler, non par peur, mais par la concentration nécessaire à ce jeu subtil. Le conseiller, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel, m'accueillit avec un professionnalisme courtois, mais son regard trahit une légère surprise devant ma simplicité apparente. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je lui tendis ma carte, un sourire mesuré aux lèvres. « Je souhaiterais effectuer un virement important, s'il vous plaît. » Il la prit, ses yeux parcourant les inscriptions dorées. Une discrète élévation de ses sourcils trahit sa reconnaissance du prestige de cette carte. « Bien sûr, madame. Quel montant souhaitez-vous transférer ?» Le moment était venu. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à un rythme régulier, presque martial. 30 millions d'euros. Le silence qui suivit fut palpable. Le conseiller, malgré son professionnalisme, laissa échapper un léger souffle. Il leva les yeux vers moi, un mélange de stupéfaction et d'admiration se peignant sur son visage. Autour de nous, quelques clients présents tournèrent discrètement la tête, leur conversation s'interrompant un instant. Je reconnus le visage d'une connaissance de Sophie, une femme toujours promptement informée des derniers potins mondains. Elle me dévisageait, l'air incrédule. Le conseiller se ressaisit rapidement, sa voix retrouvant une assurance professionnelle teintée d'une nouvelle révélation. 30 millions, madame. Très bien. Vers quel compte, s'il vous plaît? Je lui dictai les coordonnées d'un compte nouvellement ouvert, destiné à financer des projets artistiques, une fondation que j'avais hâte de voir prendre forme. Chaque chiffre prononcé, chaque confirmation échangée, résonnait comme un coup de marteau assénant la vérité. La transaction fut effectuée avec une efficacité discrète, le récépissé imprimé, un document officiel qui scellait mon indépendance. En sortant de la banque, le soleil me parut plus éclatant, l'air plus pur. Je n'avais pas cherché à humilier directement, mais à affirmer ma vérité. Les regards que je croisais n'étaient plus ceux du mépris, mais ceux de la curiosité, de l'interrogation. La femme que j'avais aperçue à l'intérieur me suivait du regard, son expression changeante, passant de la surprise à une sorte de dépit. Je savais que l'information circulerait vite, qu'elle atteindrait Sophie et Antoine, leur rappelant que le jugement basé sur les apparences est souvent le plus trompeur. Ce fut un acte de libération, une confirmation silencieuse que ma vie n'était plus définie par leurs attentes ou leurs préjugés. J'étais libre, et ma richesse, qu'elle soit financière ou artistique, était désormais ma propre affaire, une vérité que je portais fièrement. Les jours qui suivirent mon passage à la banque privée, l'Étoile d'Or, furent un tourbillon silencieux de conséquences. L'information, comme une traînée de poudre, avait atteint les cercles que je visais. Je ne savais pas exactement comment, mais les murmures avaient suffi. Les regards changeaient. Ces tentatives de discréditer mes révélations, de minimiser l'impact de mes actions, devaient être désespérées. Son univers, si soigneusement construit sur des apparences fragiles, se fissurait sous le poids de ma résilience. Quant à Antoine,
Son silence était plus éloquent que toutes les paroles. L'homme d'affaires au sourire calculateur avait disparu des radars, contraint de revoir ses partenariats, sa réputation désormais ternie par la duplicité qu'il avait si longtemps dissimulée. Camille, ma fidèle amie, était mon roc. Nos retrouvailles à l'atelier d'Élise étaient devenues un rituel réconfortant. L'odeur de la térébenthine et de la peinture, autrefois signe de ma modeste existence, était maintenant le parfum de ma liberté retrouvée. Elle me regardait avec une admiration sincère, une fierté palpable dans ses yeux. « Tu as été incroyable, Élise, » me répétait-elle, sa voix empreinte d'une émotion profonde. « Il pensait pouvoir te briser, mais tu as montré ta vraie force. » Nous parlions de l'avenir, de mes projets artistiques. La fondation que je comptais créer, destinée à soutenir de jeunes talents méconnus, ceux qui, comme moi autrefois, étaient jugés sur leur apparence plutôt que sur leur talent, prenait forme dans nos conversations. L'idée de donner une chance à ceux qui en étaient privés me remplissait d'une énergie nouvelle, d'un but qui transcendait ma propre histoire. Les réseaux sociaux, cet outil qu'ils avaient utilisé pour me nuire, étaient devenus le théâtre de leur déchéance. Les commentaires sous mes publications se multipliaient, beaucoup exprimant leur soutien, leur admiration pour mon courage. Il me sentais strangamente aigre. Ce n'était pas l'exubérance d'une victoire éclatante, mais la quiétude profonde d'une âme apaisée. Le poids du mépris, de la trahison, s'était envolé. J'avais affronté mes démons, non pas avec violence, mais avec la force tranquille de la vérité. J'avais prouvé, à eux et à moi-même, que ma valeur ne se mesurait pas à l'aune de leurs jugements étriqués. Un matin, alors que je contemplais une nouvelle toile, une invitation à un vernissage exclusif arriva. Elle était adressée à moi, par le nom d'une galerie réputée que j'avais toujours admirée. C'était un signe. Un signe que le monde de l'art, celui que j'aimais tant, commençait à me reconnaître pour ce que j'étais réellement, une artiste. Le chemin avait été semé d'embûches, de douleurs, mais il m'avait mené ici, à ce moment de pure affirmation. Sophie et Antoine avaient voulu me voir disparaître, me reléguer au rang des oubliés. Ils avaient échoué. Ils m'avaient méprisé, pensant que j'étais pauvre. Ils avaient découvert, à leurs dépens, que la vraie richesse réside souvent là où l'on s'y attend le moins. Aujourd'hui, je ne vis plus dans l'ombre de leur mépris. Mon atelier, autrefois modeste, est devenu le cœur vibrant de ma nouvelle existence. Les toiles s'empilent, vibrantes de couleurs et d'émotions. Chaque coup de pinceau est une affirmation de ma liberté, une célébration de ma résilience. J'ai retrouvé ma mère, Madame Dubois, qui me regarde désormais avec une fierté renouvelée, ses inquiétudes passées dissipées par ma réussite. Je ne cherche plus la validation de ceux qui m'ont autrefois blessé. Mon regard est tourné vers l'avenir, vers les possibilités infinies qu'offre cette nouvelle vie. L'invitation à ce vernissage est plus qu'un simple événement. C'est la promesse d'un nouveau chapitre, celui où mon art parlera pour moi, où ma voix sera enfin entendue, non pas comme une victime, mais comme une créatrice épanouie. Je me souviens de la sensation de là dans ma main, il y a peu de temps encore, un symbole de ma lutte. Aujourd'hui, cette même main tient le gage d'une reconnaissance méritée. L'amertume a laissé place à une sérénité profonde, celle qui a traversé l'épreuve et en est ressortie plus forte, plus vraie. Ma vie n'est plus une question de survie, mais d'éclosion. Le mépris qu'ils m'ont infligé n'a fait qu'allumer la flamme qui brûle désormais en moi, une lumière qui éclaire mon chemin, un chemin que j'ai choisi, un chemin qui m'appartient entièrement. Je suis Élise, et mon histoire ne fait que commencer. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.